extrême. Quand on avalait, on sentait ses poumons se gonfler et se rétracter, et on n'y voyait rien avec la fumée. La situation est insoutenable. Les 95 mètres parcourus par l'appareil à l'intérieur du bâtiment ne sont plus qu'un gigantesque incendie. Pourtant, malgré les flammes et les explosions, certains ont survécu, comme John Yates. Mais comment? Un an avant le 11 septembre, les systèmes de protection contre l'incendie du Pentagone ont été modernisés. Des ingénieurs ont installé des sprinklers ultra puissants capables de maîtriser 2 fois plus de flammes. Par une chance extraordinaire, c'est justement la partie du bâtiment touchée par l'avion qu'on a ainsi équipée. Au premier étage, John Yates a été brûlé au 2e et 3e degré sur 35% du corps. Mais sans les sprinklers, il n'aurait pas survécu. Les sprinklers sont ce qu'il y a de mieux en matière de protection et de lutte contre l'incendie, parce qu'ils sont automatiques et très fiables. Ils font leur boulot et ils le font bien. Mais il en va tout autrement pour le rez-de-chaussée. Là, il semble carrément impossible que quelqu'un ait pu survivre au passage de l'avion. Et pourtant, il y a un rescapé. Son histoire est un véritable miracle. Après le crash du vol American Airlines 77, l'aile ouest du Pentagone est en proie aux flammes. On était à l'intérieur du Pentagone, et tout à coup, tout a explosé autour de moi. Georgine Glatz est une des responsables du projet de rénovation du Pentagone. Quand on voit les dégâts, on imagine mal qui a pu survivre derrière ces murs et ces bureaux. Pour comprendre, le groupe de travail du Pentagone se tourne vers les rescapés. Après avoir établi leur position exacte dans la zone critique, ils écoutent chacun de ces terribles témoignages. Au terme de 6 semaines d'enquête, Georgine Glatz a déjà rencontré 30 personnes, quand elle entend parler d'un homme qui est encore au service des grands brûlés de l'hôpital de Washington, un certain Kevin Schaeffer. Son récit entraîne une incroyable révélation. Le bureau de Kevin se trouvait directement sur le trajet de l'avion au rez-de-chaussée. Je me souviens seulement d'une gigantesque boule de feu. Tout a explosé et j'ai été projeté à terre. L'appareil s'enfonce à 240 mètres par seconde et le kérosène qu'il répand sur son passage imbibe les piles de débris, qui ne tardent pas à s'enflammer. Comment Kevin a-t-il survécu? Je suis parti dans une autre direction et je me suis mis à ramper en escaladant des tas de débris et en traversant des poches de feu. En pénétrant dans le bâtiment, l'avion se comporte comme un obus géant. C'est presque comme si on faisait exploser quelque chose dans une carrière de roche. On a plusieurs détonations à quelques millisecondes d'écart. Ce film montre ce qui se passe pendant une explosion. La première étape, c'est l'onde provoquée par le souffle de la bombe. L'énergie dégagée par l'explosion comprime les particules d'air qu'elle rencontre, créant une onde de choc qui se propage plus vite que le son et démolit tout sur son passage. Grâce à cette reconstitution numérique des millisecondes suivant l'impact, nous pouvons observer le déplacement de l'onde de choc au rez-de-chaussée du Pentagone. Au moment où l'appareil entre dans le bâtiment, plusieurs explosions se produisent à quelques millisecondes d'écart. Elles déclenchent des ondes de choc qui suivent la voie de la moindre résistance, rebondissant sur les surfaces solides et se propageant de façon chaotique à travers les bureaux. Kevin Schaeffer échappe de justesse à ces ricochets. À quelques centimètres près, le souffle de l'explosion l'aurait heurté de plein fouet. Si j'avais perdu conscience, je ne crois pas que j'aurais pu survivre. Je serais sûrement mort. Les ondes de choc ouvrent un trou dans le corridor. Pour Kevin, c'est la seule issue. Il parvient à fuir en rampant encore sur 28 mètres. Brûlé sur 42% du corps, il fera 2 malaises cardiaques à l'hôpital.
Le comportement erratique des ondes de choc s'explique par l'architecture unique du bâtiment. Le Pentagone se compose de 5 anneaux concentriques. Les anneaux B et C sont séparés par un corridor. Les ondes de choc qui dévastent le rez-de-chaussée sont contenues par les 3 premiers anneaux. L'énergie dégagée par toutes ces explosions n'a pu se dissiper qu'en atteignant le corridor. Au final, la zone détruite par l'explosion ne représente qu'une petite section des 600 000 mètres carrés de bureaux. Sans ce corridor entre les anneaux, l'onde de choc aurait traversé au moins un anneau de plus, tuant encore davantage de gens sur son passage. Mais le Pentagone a d'autres particularités qui ont permis de sauver des vies. Pour les découvrir, il nous faut revenir au moment de l'impact. Marilyn Wills et ses compagnons rampent à travers le premier étage pour fuir. Ils sont juste au-dessus de la zone du crash. Les piliers de béton ont été pliés et arrachés. Mais par extraordinaire, l'étage va encore tenir 19 minutes avant de s'effondrer. La chaîne humaine profite de ces instants précieux pour atteindre une fenêtre. Les experts tentent désormais de comprendre comment, après avoir été percuté par un avion à 850 km/h, cette partie du bâtiment ne s'est pas disloquée dès l'impact. Au rez-de-chaussée, le relevé des dégâts indique que 30 piliers ont été littéralement arrachés et 20 autres sérieusement endommagés. Les ingénieurs sont perplexes. Avec tant de piliers détruits ou abîmés, comment le bâtiment a-t-il pu rester debout? La réponse remonte à 1941. La construction du Pentagone a commencé le 11 septembre, 60 ans tout juste avant l'attaque terroriste de 2001. À l'époque, le ministère de la Guerre estime qu'il n'aura plus besoin d'un QG de cette taille après la Seconde Guerre mondiale. Il prévoit de consacrer le bâtiment aux archives. Pour supporter les lourdes charges, les architectes ajoutent des poutrelles et des piliers supplémentaires, avec des armatures en acier. Après l'attaque terroriste, l'ingénieur Aline Kilsheimer, chef du chantier de reconstruction, a reproduit à l'identique le système de piliers et de poutrelles conçu en 1941. Si vous faites exploser ce pilier, la poutrelle se dira qu'il n'y a plus rien pour la soutenir et elle se laissera tomber le long de l'armature en acier jusqu'au pilier suivant pour s'y appuyer. Et c'est parce que ces barres ont été doublées qu'une telle chose est possible. Kilsheimer a bien étudié la question. Chaque pilier contient une armature en acier qui va du plancher au plafond. Ça permet d'empêcher les barres de se tordre vers l'extérieur tout en contenant le béton à l'intérieur de la cage. Les forces dévastatrices qui se sont déchaînées au rez-de-chaussée ont détruit 50 piliers sur leur passage. Et c'est l'armature d'acier des piliers restants qui a maintenu le bâtiment debout. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Là, c'est une barre casse, la structure tient quand même le coup. Dans un bâtiment moderne, si une ou deux barres cassent, le pilier explose. Mais les plans de 1941 avaient une autre spécificité, elle aussi providentielle. 3 minutes après l'explosion, Bobby Hogg et ses collègues du 3e étage aperçoivent une fissure dans le plancher. Je suis passé par-dessus le joint de dilatation qui divisait notre bureau. C'est là que j'ai réalisé que le bâtiment était sur le point de s'effondrer, parce qu'il était clair que le joint avait lâché et que le sol s'était ouvert en deux. L'explication? Les architectes du Pentagone l'ont doté de ce qu'on appelle des joints de dilatation. Ces joints accompagnent les mouvements de dilatation et de contraction de l'édifice au fur et à mesure des saisons. Ils permettent aux pièces de se dilater sous la chaleur estivale et de se contracter dans le froid hivernal. Grâce à eux, le Pentagone réagit comme plusieurs bâtiments indépendants. Le 11 septembre, le joint de dilatation de l'aile ouest a donc protégé le reste de la structure, sauvant ainsi des vies. 19 minutes après l'impact.
Le Pentagone semble avoir été découpé au couteau le long du joint de dilatation. Si à la place du joint de dilatation, il y avait eu un lien rigide entre ces deux parties, on aurait perdu une section beaucoup plus importante du bâtiment au nord du joint de dilatation. Le joint de dilatation a donné aux survivants le temps de se frayer un chemin vers la sortie. Si vous étiez amené à vivre ce genre de cauchemar, il n'y a pas de meilleur endroit que le Pentagone pour s'en sortir. J'espère que vous n'aurez jamais à faire un tel choix, mais si ça devait arriver, choisissez le Pentagone. Le 11 septembre, le Pentagone a héroïquement résisté aux forces extrêmes qui se sont exercées contre lui. Mais il y a encore une autre explication au grand nombre de survivants, ces vitres. Une caractéristique de plus qui a permis au bâtiment de mieux supporter l'attaque terroriste qu'on aurait pu le craindre. Au moment où l'avion percute l'aile ouest, Bobby Hogg regarde par la fenêtre et voit